Bon, alors, plongeons directement au cœur du sujet. Je suis vraiment ravi d'être là aujourd'hui pour cette nouvelle analyse en profondeur. On s'appuie sur une enquête très fouillée qui est parue en février 2026 dans Le Conseiller fiscal. C'est ça, oui. Et je suis ravie de décortiquer ça avec toi parce que notre mission, elle est claire. C'est de démystifier un peu ce casse-tête monumental de l'assurance santé pour les retraités qui s'expatrient. Ouais, c'est un sujet qui donne des sueurs froides à beaucoup de gens. L'objectif de notre plongée aujourd'hui, c'est d'offrir à ceux qui nous écoutent un raccourci clair, sans jargon, pour naviguer dans ce labyrinthe sans s'y perdre en fait. Et le contexte le justifie pleinement. Quand on regarde les chiffres de 2026, on a plus de 350 000 retraités français à l'étranger. Le Portugal est toujours largement en tête, d'ailleurs. C'est énorme, mais il y a un autre chiffre dans l'article qui est vraiment frappant. C'est que 70% des candidats à l'expatriation finissent par hésiter. Et le frein principal, c'est la couverture médicale, la peur de perdre cette sécurité à laquelle on est habitué en France. C'est très compréhensible de se sentir soudainement vulnérable à des milliers de kilomètres de chez soi. totalement. Surtout que les besoins médicaux évoluent avec l'âge. Du coup, comment les assureurs perçoivent cette réalité médicale sur le terrain ? Il faut savoir que passé 60 ans, on a environ 70% des individus qui vivent avec au moins une maladie chronique. Donc le défi, c'est plus juste de s'assurer de manière globale. C'est de savoir comment la compagnie gère l'existant. Et j'imagine que les stratégies des assureurs varient du tout au tout là-dessus. Complètement. Tu as des acteurs comme NR qui choisissent d'inclure des programmes de suivi médical continu directement dans l'offre, mais d'autres, comme ACS ou April, ont une approche beaucoup plus défensive. Ils appliquent des exclusions temporaires. Donc on parle souvent d'une année complète de carence sur les pathologies déjà déclarées à la souscription, c'est ça ? Voilà. Ce qui fait que le niveau de protection varie drastiquement dès le premier jour, selon ton profil médical. Ok, je vois. Et au-delà des soins de routine, il y a aussi la question du pire scénario, le retour d'urgence en France. Ça doit peser super lourd financièrement. Le rapatriement sanitaire, c'est incontournable. L'article démontre qu'un vol médicalisé depuis l'Asie ou l'Amérique, c'est généralement entre 30 000 et 100 000 euros. Sans garantie pour absorber ça, un simple accident ruine des économies. C'est effrayant, ouais. Face à des enjeux pareils, comment on s'oriente ? Parce que le grand débat qu'on entend toujours, c'est la CFE contre le privé. La Caisse des Français de l'étranger, oui. L'analyse comptable apporte une réponse assez nette pour la majorité des dossiers. Opter pour la CFE, qui nécessite d'y adosser une mutuelle pour être bien remboursé, c'est souvent la solution la plus chère. On parle de quel montant à peu près ? Pour une personne de 65 ans, la formule CFE fait grimper la facture entre 350 et 400 euros par mois. En face, une bonne couverture 100% privée oscille plutôt entre 270 et 350 euros. Donc le secteur privé est systématiquement moins cher. Mais alors pourquoi quelqu'un irait vers la CFE ? Ça semble presque contre-intuitif dit comme ça. C'est là qu'interviennent les conditions préexistantes dont on parlait au début. En cas de pathologie lourde déjà diagnostiquée, la CFE redevient stratégique. Elle est beaucoup plus inclusive et ne laisse personne sur la touche. Contrairement au privé qui va imposer des surprimes inabordables ou des exclusions sévères. Exactement. Le modèle CFE protège vraiment les profils médicaux les plus lourds. Pour bien mesurer l'impact, prenons les cas pratiques de l'article. Imaginons un couple de jeunes retraités de 65 et 63 ans, en pleine forme, qui partent au Portugal. Dans ce scénario précis, le privé est imbattable. Avec ACS, leur budget santé sera d'environ 470 euros par mois pour le couple. Et s'ils tenaient absolument à la CFE ? Ils bondirait à 607 euros mensuels. Sur l'année, la différence est énorme. Ah oui, c'est pas du tout anecdotique. Mais le tableau doit s'assombrir si on change de pays et que la santé se fragilise. Radicalement. L'article prend l'exemple d'un retraité de 70 ans diabétique qui vit à Dubaï. Là, les frais médicaux sont parmi les plus élevés au monde. Son budget grimpe direct entre 530 et 620 euros. Et dans ce genre d'environnement, le prix de la prime ne suffit plus. Il faut aussi le bon réseau médical, non ? Tout à fait. Il devient crucial d'opter pour un réseau avec ce qu'on appelle le tiers payant direct, comme Cigna. L'assureur règle la clinique directement. Le patient n'a pas avancé des dizaines de milliers d'euros de sa poche. C'est la vraie sécurité mentale au final. Ne pas vider ses comptes au moindre coup dur. Mais attention, toutes ces factures, c'est juste une photo à un instant T. Que se passe-t-il avec le temps ? Alors là, la courbe des tarifs n'est pas linéaire du tout. Les primes flambent littéralement entre 60 et 75 ans avec l'augmentation des risques liés au vieillissement. Intégrer cette inflation dans son plan, c'est la seule façon d'éviter le gouffre financier imprévu.
Donc la qualité et le coût du système de santé local dictent vraiment la viabilité de toute l'expatriation. Entre une clinique abordable en Thaïlande et un réseau surtaxé à Dubaï, c'est le jour et la nuit. Ce qui m'amène à une dernière réflexion un peu provocatrice pour notre audience. Je t'écoute. Sachant tout cela, est-ce que les frontières de notre retraite idéale à l'étranger sont finalement tracées par la géographie ou tout simplement par les limites de notre propre dossier médical ? À méditer.